bonsoir à tous. Bienvenue à cette deuxième séance de l'Observatoire de la modernité consacrée à la société liquide, à la modernité liquide ou post-modernité. Je reviens quelques instants sur cette notion. Donc, il s'agit d'un concept forgé par Zygmunt Bauman, comme nos deux philosophes de la dernière séance nous l'ont brillamment rappelé. Un concept qui renvoie à une dilution, voire une dissolution des liens dans la société actuelle, une fragilisation du lien que l'on observe tant dans la sphère politique que dans l'ordre de la famille, dans l'ordre économique, et qui touche finalement des domaines très variés de la vie humaine. Et justement, si cette fragilisation du lien touche des domaines variés de la vie humaine, il semblerait qu'un certain nombre de réponses à cette fragilisation soient également transversales et touchent des domaines en apparence très différents. Nous avons décidé, comme première séance, pourrait-on dire, après cette séance inaugurale sur le concept, donc pour entrer vraiment dans le vif du sujet des réponses à la société liquide, de consacrer une soirée entière à la question de l'écologie. L'écologie a souvent été vue dans une certaine doxa comme un domaine particulier, celui de la protection de l'environnement ou de la nature, concept dont déjà on voit qu'il recouvre des réalités un peu plus complexes que l'environnement qui spontanément semble nous renvoyer à des choses très connues. Et d'ailleurs, très souvent, on série les choses. Il y aurait la question économique, la question sociale, la question sociétale, comme on dit parfois aujourd'hui de manière certainement impropre, et la question écologique. La notion de développement durable, qui a eu un certain succès dans les années 90, avait commencé à donner la possibilité de voir qu'il y avait un lien entre un développement juste économique, social et respectueux de l'environnement. Pour autant, on a souvent continué à considérer l'écologie comme un domaine à part. Jusqu'à, pourrait-on dire, même si c'est très simpliste, l'encyclique Laudato Si, qui, dans sa vision de l'écologie intégrale, et non plus simplement, ou bien sans adjectif, ou bien simplement humaine, eh bien, cette encyclique a rappelé dans cette vision que tout était lié. Et c'est bien sur cet aspect-là que nos deux intervenants aiment à travailler. Donc, nous avons la grande joie de recevoir Gauthier Besse-Debert, Gauthier Besse, agrégé de lettres modernes, également fer de lance de la revue Limite, avec une petite équipe que peut-être il aura l'occasion au fil de son propos de présenter, très attaché tant dans sa pensée que dans son agir à la question écologique, et justement qui nous renvoie dans sa manière de considérer cette question à son étymologie, l'oikos, et il développera très certainement l'idée lui aussi que tout est lié. Quant au père Louzeau, ingénieur de formation, directeur du pôle de recherche et professeur, donc ici même, et professeur à la faculté Notre-Dame, eh bien, c'est davantage sous l'angle apparemment politique de l'écologie qu'il interviendra, et nous verrons que son intervention, sans vouloir gâcher l'attente et le suspense qui peut peut-être vous tenir en émoi, mais nous verrons que cette question politique touche la question écologique et qu'elles sont intimement liées. Voilà. Je leur laisse la parole et je vous remercie d'être venus si nombreux. Gauthier. Alors j'ai eu la joie, avant d'entrer dans ce magnifique bâtiment des Bernardins, de faire une petite œuvre d'écologie intégrale, puisque je suis venu à bicyclette et je n'avais pas de cadenas, de lien pour attacher mon vélo. Et je suis tombé sur un monsieur qui est arrivé lui-même, et je crois qu'il est là, à cette soirée, et j'ai pu lui demander d'attacher ensemble nos vélos. Ça a créé du lien, et en plus il se trouve que cet homme-là s'appelle François, donc ça me fournit une introduction absolument parfaite à mon propos. Alors j'avais une autre accroche avant celle-ci, et je vais quand même vous la donner puisqu'elle constitue un peu l'épine dorsale de mon propos. Il se trouve qu'il existe une maison d'édition au nom magnifique, qui publie des livres d'écologie politique. Et ce nom, c'est Les liens qui libèrent. Les liens qui libèrent. C'est une devise que je fais volontiers mienne,
importante, elle me semble essentielle, et dire quelque chose de profond sur la réponse au délitement auquel nous faisons face dans bien des domaines de notre existence. Il y a dans cette expression, les liens qui libèrent, un paradoxe, parce qu'on définit aujourd'hui la liberté comme une absence de déterminisme, comme une forme d'indépendance absolue. Absolue, c'est-à-dire étymologiquement libre de tout lien. Or, dire que les liens libèrent, loin de nous aliéner, c'est poser la question justement de ce qui nous est commun et de la manière dont on peut être libre, non pas séparé des autres, mais au contraire avec eux. Pour reprendre mon exemple, l'exemple de la bicyclette, si je m'étais fait voler mon vélo, j'aurais été moins libre de rentrer par mes propres moyens dans ma ville. Et du coup, le fait de dépendre de François pour protéger mon vélo m'a permis d'avoir cette liberté. Et justement, il me semble que l'écologie intégrale, telle que l'a définie le pape François dans Laudato Si, et telle que, modestement, nous essayons de la mettre en pratique dans la revue Limite, répond assez bien à ces questions. Comment les liens peuvent-ils nous libérer sans nous aliéner, et comment et quel rapport avec l'écologie ? Eh bien, une approche intégrale, c'est-à-dire globale et radicale de l'écologie, avec l'idée du tout est lié, une écologie qui intègre donc toutes les dimensions de la vie humaine et non humaine, me semble créatrice de liens. Des liens qui ne sont pas des freins à l'autonomie des personnes, mais des moyens de vivre une liberté véritable. 3 pistes de réflexion pour illustrer ce propos, du plus abstrait au plus concret. Une fois n'est pas coutume. Première piste, contre un anthropocentrisme délétère, l'écologie intégrale nous invite à nous réconcilier avec l'ensemble de la nature et nous remet ainsi à notre juste place. Contre l'aliénation technique et marchande, l'écologie intégrale pose la question de la vie bonne. Qu'est-ce qu'une bonne vie ? Et partant d'une autonomie, non pas abstraite, mais incarnée. Et puis, troisièmement, contre le primat du désir individuel et la précarisation des liens sociaux, ce que Zygmunt Bauman appelle la société liquide, l'écologie intégrale valorise justement la vie commune, les engagements durables, en commençant par la famille. L'écologie intégrale nous invite à prendre conscience que l'humain n'est ni en dehors, ni au-dessus, ni même au milieu de la nature, mais en dedans. Plus précisément même, dans et de la nature. La tradition chrétienne, certes, donne à l'être humain une place prépondérante, une responsabilité de gardien de la création. Cependant, il est placé non pas en surplomb, mais à l'intérieur de la nature, de la création, du jardin, avec les autres créatures. Il est l'intendant et non le propriétaire ou le maître et possesseur. D'ailleurs, il est tiré de la glaise. Adam est tiré de la glaise. Adam, en hébreu, vous me corrigerez, c'est le terreux, le glaiseux, celui qui est modelé à partir de la terre. Et le mot humain lui-même a la même racine que le mot humus. Donc, nous sommes bien de cette terre aussi, même d'un point de vue spirituel. Et puis Adam est celui qui nomme les animaux, leur donne une existence, bref, vit avec eux, les contemple, les admire, entre en interaction avec eux. Or, la modernité technique nous a fait vivre de plus en plus en extraterrestres, oublieux de ce que nous devons à Sœur, notre mère, la Terre, pour reprendre la belle et curieuse expression de saint François d'Assise. Et cette vie d'extraterrestre qui fait que nous avons oublié de respecter les équilibres écologiques, que nous avons fait comme si nos actes pouvaient ne pas avoir de conséquences, nous avons mis ainsi notre propre existence en péril. Alors évidemment, l'actualité regorge des désastres que nous infligeons aux écosystèmes, à la biosphère. On peut penser à l'effondrement de la biodiversité. Un rapport Planète Vivante du WWF a confirmé ce qui était déjà ce qui était déjà dans les consciences depuis longtemps, à savoir que nous sommes en train de vivre en quelques décennies la 6e extinction de masse des créatures, des espèces animales, avec des chiffres absolument ahurissants, incroyables à proprement parler. Ce qui évidemment va poser des questions terribles, puisque une fois que
L'exemple le plus éloquent, c'est sans doute celui des abeilles, le plus immédiat. Quand il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation, et donc évidemment, il n'y a plus de végétaux, en tout cas beaucoup moins. Et puis on parle beaucoup aussi des dérèglements climatiques, de l'acidification des océans, de l'artificialisation des sols, etc. et de toute autre pollution qui frappe l'eau, la terre, la mer, mais aussi nos propres corps. Aujourd'hui, nous sommes tous déjà pollués avant même d'être nés. Dans le corps maternel, l'enfant à naître subit toutes sortes de pollutions, des perturbateurs endocriniens, etc., qui, hélas, ne sont pas sans effet, même s'ils sont difficiles à analyser, ne sont pas sans effet sur notre santé. Bref, si nous tuons la biosphère en vivant comme des extraterrestres, nous mourrons avec elle. Il n'y a pas de planète B, résument les altermondialistes et les écologistes. Mais la nature n'est pas seulement notre milieu vital, hors duquel nous ne pouvons pas plus vivre qu'un poisson hors de l'eau, c'est aussi notre condition mortelle. Nous sommes des êtres de naissance et donc des êtres de nature. Le mot nature signifie étymologiquement ce qui est né. Et naturel, ce qui est né. Certes, cette nature n'est pas pour nous l'unique horizon, nous sommes capables de la cultiver, même parfois de la dépasser, mais si nous sommes capables d'être libres vis-à-vis des déterminismes naturels, nous ne pouvons pas nous en abstraire totalement, bien que ce soit une tentation contemporaine. Nous réconcilier avec la nature, reprendre corps ou lien avec elle, c'est donc nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre propre existence, d'êtres incarnés et non pas de créatures angéliques qui finalement se prennent pour des dieux qui seraient uniquement dans l'agir et jamais dans la dépendance. Remettre l'homme à sa place, en somme, c'est cultiver en nous la vertu d'humilité. Le mot humilité aussi a la même racine que humain et humus. Et tout ceci implique de remettre en cause le système de prédation généralisée qu'est le productivisme. Productivisme, en l'occurrence aujourd'hui majoritairement à l'échelle du monde dans sa version capitaliste. Le pape François parle beaucoup dans Laudato Si du paradigme technocratique, l'idée qu'à tout problème est proposée une solution technique. Et puis, évidemment, depuis de longues décennies, la critique du consumérisme est faite. Critique du consumérisme qui pourtant, hélas, n'est pas beaucoup suivi d'effet si on constate que le matraquage publicitaire n'a jamais été aussi puissant et violent même, avec par exemple l'intrusion d'écrans publicitaires énergivores dans tous les espaces publics, surtout dans les grandes villes. Heureusement, nous autres en province sommes relativement préservés. Pourvu que ça dure, ce qui n'est pas le cas parce que ça commence aussi, c'est terrible. Je reprendrai volontiers la formule de Michel Clouscar à propos du capitalisme du désir qui dit « Tout est permis, virtuellement, mais rien n'est possible. Je peux tout m'acheter, mais je ne sais plus rien faire moi-même. Moi, j'ai un énorme pouvoir d'achat. En revanche, j'ai une puissance d'agir absolument ridicule. L'individu contemporain peut assez facilement voyager à travers le monde, mais il ne peut plus rendre visite à ses proches par ses propres moyens, à pied. Il dépend d'une machinerie, que ce soit l'automobile ou le train, tout simplement parce que les familles ont été éparpillées sur le territoire justement en vertu par le fait de ce régime de la vitesse qui fait que les distances sont abolies et on ne mesure plus les choses par rapport à la mesure du corps humain, la marche, mais à la mesure de véhicules sur lesquels nous n'avons en réalité aucune prise, puisque pour me déplacer, je dépends, si je prends le train, d'une centrale nucléaire, sur laquelle moi, en tant que citoyen, je n'ai absolument aucune prise, ou si je prends ma voiture, de pétromonarchie à l'autre bout du monde. Et évidemment, aujourd'hui, on se rappelle un petit peu cela avec tous ces effets aussi, tous les effets des particules fines, etc., et puis l'augmentation de ces prix-là. Donc on voit bien que les gens sont inquiets parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Et ils ne peuvent plus se déplacer parce qu'on leur a confisqué d'une certaine manière leur capacité à se mouvoir pour leur quotidien par eux-mêmes, à marche à pied ou éventuellement avec des engins simples comme une bicyclette, où l'énergie est produite par l'usager lui-même. Bref, la liberté du consommateur est abstraite et face à cela,
il me semble que l'écologie intégrale, ou l'écologie tout court, nous invite à reprendre possession de notre quotidien, à essayer d'apprendre petit à petit à moins dépendre de structures extérieures pour nos besoins quotidiens et à nous réapproprier des savoirs et des savoir-faire qui étaient le lot commun des générations précédentes et qui, en quelques décennies, ont absolument disparu. Aujourd'hui, nous dépendons, l'individu contemporain dépend totalement du système technicien et mercantile pour se nourrir, se vêtir, se loger, se divertir et même peut-être pour procréer, tant les pollutions diverses rendent la procréation naturelle parfois compliquée. Nous avons donc acquis un pouvoir d'achat énorme par rapport aux générations précédentes, mais une puissance d'agir inversement proportionnelle. Alors, beaucoup de pistes, je n'ai pas le temps de les ouvrir, peuvent être envisagées pour justement recréer du lien avec ces actions, recréer du lien, je veux dire, avec nos besoins. Et j'entends par là le fait de ne plus dépendre de structures extérieures pour les principaux usages de notre vie. Alors d'abord, relocaliser nos existences en faisant en sorte, tant que faire se peut, de travailler à proximité de nos lieux de vie. Évidemment, adopter un mode de vie plus sobre en cessant de démultiplier à l'infini nos besoins, en réduisant au nécessaire. Et puis, on peut penser, dans une approche plus politique, à une philosophie comme le distributisme, qui consiste à promouvoir la petite propriété plutôt que le grand capital et les grandes propriétés confisquées par quelques-uns. On peut penser aussi au low-tech, ces outils simples qui justement peuvent être facilement refabriqués, compris par tout le monde et qui justement nous permettent d'augmenter notre capacité d'agir sur le monde sans pour autant dépendre de structures extérieures, hétéronomes. Et tout cela est aussi compris dans l'idée du philosophe et théologien Ivan Illich qui parlait, lui, de convivialité, ou le mot a été aussi proposé de convivialisme, alors pas seulement dans le sens d'être autour d'une table pour partager un bon repas, même s'il y a de ça, mais l'idée de la convivialité et de l'outil convivial, selon Ivan Illich, c'est celui justement qui nous permet d'augmenter notre puissance d'agir sur le monde sans nous aliéner à des structures lointaines et sophistiquées. Et donc à réapprendre à faire bien avec peu, pour le dire en un mot. Et puis, parce que je crains que je dépasse déjà un petit peu le temps, je ne sais pas où j'en suis. C'est bon. Troisième point, et c'est là que j'arrive à la notion d'oikos, l'écologie intégrale est créatrice de liens parce qu'elle implique la vie commune. Le pape François développe beaucoup dans son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de notre maison commune cette dimension, notamment en rappelant qu'il faut articuler la justice sociale, le souci des pauvres, des fragiles, des marginaux et le respect des écosystèmes. Nous rajoutons pour notre part volontiers, même si c'est un petit peu en filigrane de l'encyclique, les équilibres bioéthiques, dont l'actualité, avec la révision des lois de bioéthique, nous montre aussi toute l'importance. Et justement, le mot oikos, le mot grec oikos, permet d'incarner, ou en tout cas d'illustrer cette idée que tout est lié. Pourquoi ? Parce que les premières victimes des désastres écologiques sont aussi les plus pauvres. Ce sont aujourd'hui les plus riches qui sont la cause, l'origine des bouleversements climatiques. Mais ce ne sont pas eux qui sont en première ligne pour subir ces dégâts. Ce qui explique d'ailleurs que les choses aient tant de mal à changer, parce que quand ceux qui ont les leviers, le pouvoir, évidemment, ne subissent pas les effets des politiques qu'ils mènent, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne comprennent pas tout de suite, qu'ils soient dans le déni face à l'urgence de changer de système économique en l'occurrence. Et pourquoi recréer du lien ? Parce qu'il me semble qu'il nous qu'aller vers une société plus écologique, c'est aller vers une société de taille, qui s'organise autour de liens et de communautés de taille plus modeste, au sens où précisément la relocalisation de nos existences nous invite plutôt à ne pas démultiplier nos relations, mais privilégier
des relations de qualité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il me semble que l'avenir est à la famille. Déjà, oui, je voulais commencer par là. Qu'est-ce que la famille? C'est précisément une manière pour l'individu de reconstruire un oikos, une maison. Le mot oikos signifie la maison. Et l'écologie intégrale commence par cette structure familiale qui est consolidée par le mariage, là où notre société liquide, évidemment, précarise tous les liens, contractualise et donc précarise tous les liens qui dépendent des fluctuations des désirs individuels qui, pour légitimes qu'ils soient, ont cette fragilité intrinsèque parce qu'ils sont précisément volatiles. En revanche, fonder la famille sur le mariage, d'où l'importance que la doctrine sociale de l'Église attache au mariage, c'est favoriser cette durabilité que Louis évoquait tout à l'heure avec le développement durable. Donc l'écologie intégrale, c'est d'une certaine manière le fait de favoriser ce qui est durable partout, pas seulement dans nos rapports aux écosystèmes, mais aussi dans nos propres rapports sociaux, dans nos propres rapports quotidiens familiaux. Et donc, la notion de la maison. La famille est une maison, un oikos qui a des équilibres qu'il faut respecter. Notre vie quotidienne, par exemple à l'échelle d'un village ou d'un quartier, peut être pensée aussi comme un oikos où les gens se rencontrent, se connaissent, se rendent des services, s'entraident. Aujourd'hui, qu'est-ce que la société liquide? C'est aussi le va-et-vient permanent d'anonymes dans des villes trop grandes pour qu'il puisse y avoir cette familiarité. Or, que permet la familiarité? Alors certes, parfois le conflit, il ne faut pas idéaliser la société villageoise, vicinale, mais elle permet aussi l'entraide et la mise en commun. Voilà, mettre en commun, comme j'ai pu le vivre récemment, par exemple un pressoir quand on a trop de pommes, plutôt que de laisser pourrir ses pommes. Bref, rien de bien nouveau sous le soleil. Tout cela, nos anciens l'ont inventé, l'ont mis en pratique, et peut-être qu'il serait bon que nous en tirions des leçons. Promouvoir les communs, évidemment, c'est vrai pour la famille, c'est vrai pour nos relations de voisinage, c'est vrai aussi à l'échelle d'un pays, favoriser ce qui est commun. Alors voilà, moi je suis professeur de français par ailleurs, donc j'essaye de faire un petit peu cette œuvre aussi avec mes élèves qui viennent d'horizons variés. C'est pas toujours facile. Et puis, c'est aussi vivre ça à l'échelle planétaire, et ça, c'est ce que la doctrine sociale de l'Église appelle la destination universelle des biens. Et c'est ça aussi l'écologie intégrale, c'est rappeler que la Terre nous est commune. La Terre est notre bien commun, ultime, d'une certaine manière. Et puis, en vivant cette vie commune, comme nous y invitent par exemple les Actes des Apôtres, qui mettaient tout en commun, comme nous y invite par exemple aussi parmi tant d'autres saint Thomas More dans Utopia, qui présente la ville d'Amaroth, la capitale d'Utopia, de l'île d'Utopia, comme une ville où non seulement les maisons circulent, parce que les habitants les changent tous les 10 ans, mais aussi où l'on peut entrer, les portes ne sont pas closes, on peut passer d'une maison à l'autre, et surtout où toutes les maisons sont entourées de jardins que les habitants s'évertuent à rendre magnifiques et abondants pour vivre justement cette autosuffisance dont je parlais tout à l'heure. Et ultimement, de toutes ces strates de la vie commune où l'on recrée de liens de proche en proche, nous sommes appelés, l'écologie intégrale nous invite à vivre une communion avec le Créateur et sa création. Puisque à la racine de tous les délitements, à la racine de toutes les séparations, de toutes les divisions, il y a sans doute l'éloignement des créatures et de leur créateur. Et ce mot est beau, de communion, qui part de la maison commune ou de la vie commune quotidienne et qui nous emmène jusqu'au face-à-face et à l'humanité réconciliée avec son Créateur qui nous est promis dans l'au-delà. Alors pour conclure, je ne vois pas de meilleur exemple qu'un magnifique projet qui se vit en ce moment, alors laborieusement parfois, mais à mon sens de manière prophétique, au nord, à l'extrême nord du diocèse de Lyon, à l'extrême nord du département de la Loire, dans une commune de 400 habitants, qui a un nom tout indiqué, puisque cette commune s'appelle La Bénisson-Dieu. Et depuis 2 ans, quelques familles et des célibataires occupent des lieux qui appartiennent au diocèse dans ce village pour essayer tout simplement de vivre cet esprit de Laudato Si. Alors c'est très simple, ce sont des relations de voisinage,
d'entraide entre les familles qui portent ce projet de l'éco-hameau, mais aussi évidemment avec les villageois qui sont là depuis longtemps. Et donc ce projet où se réconcilie ce désir d'une vie plus simple, plus sobre, plus conviviale, plus fraternelle, mais aussi donc en communion avec la nature, où l'on élève les enfants dans l'idée qu'il faut apprendre à vivre avec la nature et non pas en surplomb d'elle, apprendre à la contempler, apprendre tout simplement à la connaître, et puis aussi où l'on fait le lien avec la création, ce que le nom de la commune, située donc autour de l'ancienne abbaye de la Bénédiction de Dieu, indique magistralement. Je vous remercie. Merci. Mon père, à vous. Alors je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée dans cette deuxième séance du cycle de l'Observatoire de la modernité. La question était l'écologie peut-elle être ou est-elle à la racine de nouveaux liens? Puisque donc la société liquide étudiée par Bauman, justement, c'est une société où il n'y a plus de liens durables. Et donc tout le projet de cet observatoire cette année, c'est d'essayer de faire des propositions, de solutions, ce qu'il faut dire de guérison, de resolidification de la société. Alors, pour essayer de vous faire comprendre ma réflexion sur ce sujet, je voudrais commencer par trois points d'introduction qui sont des premières réflexions, puis ensuite je vous donnerai trois pistes pour essayer de répondre à la question. Parce que je crois la question plus complexe qu'on pourrait d'abord le croire. Tout d'abord, je vais vous avouer que je me méfie de plus en plus, alors que je travaille ces questions depuis des années, du mot écologie. Pourquoi je m'en méfie? Non, c'est un très beau mot, hein. Gauthier nous en a rappelé l'étymologie, mais c'est un terme qui est en fait extrêmement plastique et qui revêt toutes sortes de significations. Voilà. Vous voyez, protection de certaines espèces vivantes qui sont en danger, promotion d'une agriculture sans pesticides nocifs pour la santé humaine, limitation de l'empreinte carbone de nos activités économiques, participation à un parti politique, participation à une expérience d'un village, comme ça vient de nous être rappelé. À chaque fois, vous voyez, on touche à des choses extrêmement différentes. Et surtout, pour moi, c'est que dans l'opinion commune, quand on entend écologie, en tout cas en France, on entend protection de la nature. Et s'il y a une chose dont maintenant je suis sûr, c'est que la protection de la nature n'a rien pour nous unifier. Au contraire, je pense qu'elle nous divise. Je pense que la nature n'a pas en elle-même de quoi nous aider à nous unifier, parce qu'elle n'a pas la force, si vous voulez, ce que nous appelons la nature, n'a pas la force de nous aider, en quelque sorte, à guérir les divisions qui sont en nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Regardez les combats qu'il y a autour de la réintroduction des loups ou des ours dans nos contrées. Si vous arrivez à me prouver que ça unifie les personnes, non, au contraire, ça fait naître des divisions. Vous voyez, selon l'écologie dont vous parlez, vous n'avez pas le même résultat. C'est pour ça que Gauthier, je crois, a tout à fait eu raison de toujours parler d'écologie intégrale, qui est une manière très précise, cette fois-ci, d'envisager les choses. La deuxième réflexion préliminaire que je voulais apporter dans cette réflexion, c'est que l'état actuel de la Terre, le bouleversement, la dégradation de la Terre, le fait que la biosphère réagisse tant aux activités humaines, ce qu'on essaie, vous voyez, de désigner par plein de mots différents. Par exemple, on parle d'anthropocène, c'est un des concepts possibles. Eh bien, cet anthropocène, cet nouvel état de la Terre, bouleverse en profondeur les équilibres humains, politiques et collectifs. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que quand les conditions matérielles d'existence, le sol, l'air, l'eau, la terre, quand toutes ces conditions matérielles d'existence que nous avions oubliées deviennent à ce point mouvantes et instables, quand les hommes ne savent plus très bien où ils habitent, quel est le sol qu'ils habitent, ils sont désorientés politiquement. Voilà, c'est le deuxième point qui me semble très important à réfléchir. Il y a un lien, si vous voulez, entre la forme que nous donnons à la vie commune, la forme que nous voulons donner aux sociétés ou aux biens communs, et leur ancrage terrestre concret. Dit encore autrement, ce qu'on appelle la nature avec des guillemets n'est en rien un décor inerte sur lequel se jouerait ensuite
la destinée des sociétés humaines. Voilà. C'est certainement pas comme ça qu'il faut le voir. Il y a des lieux dans le monde où, lorsque l'océan est pollué par une usine, il n'y a plus de société du tout. Je pense à des petits villages près de Vinh, au Vietnam, où les populations ne vivent que de la pêche et où une pollution massive, si vous voulez, dans les dernières années, a fait évacuer des centaines de villages parce qu'il n'y a plus rien pour se nourrir. Vous voyez. Donc la forme politique, elle est dévastée, si vous voulez. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Il y a un lien insécable entre la forme de vie collective et l'ancrage terrestre de ceux qui y habitent. Vous trouvez une très belle illustration de ce point dans une pièce de Bertolt Brecht, petite pièce très fameuse, s'appelle La vie de Galilée. Vous verrez à la fin, je crois que c'est dans la bouche de l'inquisiteur, la nouvelle théorie de Galilée, de l'astronome, la nouvelle cosmologie, la nouvelle conception du monde qu'il apporte, lorsqu'elle va se diffuser dans la population simple, des non-savants, aboutit, selon l'inquisiteur, à une désagrégation des hiérarchies humaines. Vous voyez, on passe d'un système qui est le système de Ptolémée, avec un univers hiérarchique, à un autre type de nature, et ceci bouleverse la société humaine elle-même. Au passage, vous voyez que cette petite référence à Brecht, puis à l'histoire de Galilée, montre que c'est sûrement pas la première fois qu'une société passe d'un état solide à un état liquide. Et puis, la troisième réflexion préliminaire, elle est pour amorcer ma réponse, c'est que, à mes yeux, l'existence d'une société humaine, d'un collectif, non seulement l'existence, mais la solidité d'une société, sont toujours suspendues à la liberté et à la puissance d'agir. Que ce soit la puissance d'agir de beaucoup d'éléments, beaucoup d'êtres, et que ce soit la puissance d'agir propre à l'être humain qu'est sa liberté. Je sais fort bien que les communautés humaines fondamentales nous précèdent. Nous sommes tous nés dans des familles plus ou moins solides qui nous ont préexisté. Et en même temps, toutes ces communautés qui nous portent, les familles, les nations, d'autres, les cités, toutes ces communautés se fortifient ou, au contraire, se délitent si les libertés humaines soit se consacrent à la vie commune, au bien commun, soit au contraire s'en désintéressent ou s'y dérobent. Vous voyez, les sociétés ne sont pas des choses, aucunement. Ce sont toujours des croisements, des rencontres de liberté et de puissance d'agir, et elles peuvent se faire et se défaire. Et donc, pour ça, moi, je comprends la question qui m'a été posée, si vous voulez, c'est face à cette société dite liquide, à ce délitement des liens qui existaient, face aussi aux différentes dévastations de la Terre, comment les libertés humaines peuvent-elles, vous voyez, se remobiliser en fait, voilà, refaire des collectifs et des sociétés qui soient plus dignes de la condition humaine. Alors si je ne vous ai pas perdu dans ces quelques réflexions préliminaires, j'en viens maintenant à trois affirmations, si vous voulez, pour essayer d'ouvrir le débat avec vous. Tout d'abord, le premier point, c'est que je pense qu'il y a aujourd'hui une nécessité d'une nouvelle enquête sur le bien commun. Il faut que nous réfléchissions et que nous arrivions à redéterminer ce qu'est notre bien commun. Parce que tant que nous n'avons pas fait cette enquête, nous ne pourrons pas nous réorienter politiquement, collectivement, face à cet anthropocène, face à cette mutation de la Terre. Et je pense qu'il faut que nous réapprenions, parce que nous ne savons pas le faire, à repérer les nouvelles lignes de front qui opposent les hommes, les uns contre les autres, en essayant d'identifier chez les protagonistes aujourd'hui, notamment des conflits sur la planète, d'identifier la façon dont ils conçoivent le monde et le rapport des hommes au monde. Ça me paraît absolument décisif de faire cela aujourd'hui. Alors, parmi les voies possibles, je voudrais simplement, je ne peux pas le faire là dans les quelques minutes, je ne peux pas en même faire un résumé, mais attirer l'attention sur une enquête qui est proposée par le philosophe français Bruno Latour, philosophe, sociologue et anthropologue français Bruno Latour, qui est un des penseurs les plus connus dans le monde, dans deux ouvrages récents, Face à Gaïa, 2015, et puis un livre plus simple, Où atterrir, en 2017. Où atterrir, vous voyez, essai d'orientation politique. Pour avoir quand même travaillé un petit peu cette littérature, je ne connais aucune tentative équivalente, je veux dire de si grande ampleur, pour essayer de recomposer
une cartographie du bien commun à l'ère de l'Anthropocène, à l'ère actuelle. Voilà. Alors pour aller à l'essentiel, je vous dis simplement les résultats, ou surtout la méthode. Latour propose à chacun, à vous, à moi, pour pouvoir s'orienter en politique ou recréer des liens, de décliner son mode d'appartenance au monde. Je crois que Gautier l'a fait, il a décliné son mode d'appartenance au monde et de décrire son terrain de vie en répondant à 3 questions. 3 questions dont la mutation climatique a rendu la réponse en fait incertaine et très difficile. Les questions sont toutes simples. Où vous trouvez-vous? Où habitez-vous? Deuxième question, dans quelle époque êtes-vous? Est-ce que vous êtes dans l'époque de la modernisation, du retour en arrière? Dans quelle époque vous situez-vous? Et troisième question, quel rôle devez-vous dorénavant jouer dans l'époque où vous prétendez vous trouver? Et à partir de ces 3 grands repères, de ces 3 questions très simples, hein, comme quand Aristote faisait son enquête sur le bien commun, il posait des questions très simples, Bruno Latour répertorie ce qu'il appelle 4 attracteurs ou 4 manières de composer le monde aujourd'hui. Je vous les nomme simplement. Le premier attracteur, il appelle le global. Ce sont tous ceux qui, dans le monde, plutôt dans le monde occidental, conçoivent la planète comme un globe et veulent continuer à la moderniser. Si vous voulez, ce sont les partisans de la mondialisation néolibérale qui conçoivent le temps comme une flèche vers l'avenir et le rôle de l'humanité étant de travailler, au fond, d'exploiter cette terre pour toujours progresser, pour progresser indéfiniment. Ensuite, un autre attracteur, c'est le local. Ce sont ceux qui, plutôt on dirait les populistes aujourd'hui, qui conçoivent l'espace comme le sol, mais voilà, un sol très très délimité, une portion de globe. La flèche est tournée vers le passé. Il s'agit au fond, de retrouver une situation qui était censée être équilibrée, etc., etc. Troisième attracteur, ce qu'il appelle le hors-sol, ce sont les fameuses élites mondialisées de Zygmunt Bauman, ceux qui prétendent être dans l'extraterritorialité, dont le président des États-Unis est aussi, d'une certaine manière, peut-être une des plus belles incarnations. Alors eux, ils conçoivent l'existence humaine parfaitement hors du monde. Et puis Latour propose une 4e attracteur, ce qu'il appelle les terrestres. C'est ceux qui, peut-être comme Gauthier-Besse ou comme d'autres, essaient précisément de réatterrir quelque part, de se relocaliser, en n'abandonnant pas le projet d'émancipation, projet moderne d'émancipation des êtres humains et de leur rencontre. Vous voyez, j'ai fait un résumé terriblement schématique, mais pour Latour, les positions géopolitiques actuelles s'organisent et se comprennent à partir du jeu de ces 4 attracteurs. Vous pourriez simplement essayer de vous-même de situer le jeu actuel des puissances. Alors, quel que soit l'intérêt de ce qu'il propose, de l'inventaire auquel il aboutit, pour moi, l'intérêt premier de l'exercice, si un jour vous voulez le faire, d'essayer de répondre aux 3 questions et de savoir où vous vous situez, c'est de vous faire toucher du doigt combien la nouvelle enquête sur le bien commun est très, très, très difficile à opérer. L'eau que je suis en train de boire maintenant, d'où vient-elle? Elle est venue de quelle rivière? Je suis bien incapable de répondre à cette question aujourd'hui. Et ainsi de suite. Le repas que j'ai ingurgité en vitesse avant de venir ici, d'essayer de refaire le parcours de tout ce que j'ai mangé, d'où cela vient-il, etc. Ben, c'est très difficile, si vous voulez, c'est une des conséquences de ce que nous appelons la mondialisation. Mais vous mesurez, quand vous faites l'exercice, et vous vous rendez compte, c'est très difficile à faire alors que les questions sont simples, vous comprenez sur le vif l'ampleur du trouble auquel l'Anthropocène soumet les consciences collectives et les consciences politiques. Et je crois que ça nous pousse à un examen de conscience, de nous demander, mais pourquoi, pour quelles raisons avons-nous tant de mal à décrire concrètement nos terrains de vie? Pourquoi nous sommes si mal équipés pour réagir collectivement et politiquement à cette mutation de la Terre? Et d'ailleurs, une des réponses que Latour propose depuis plus de 20 ans dans ses travaux, c'est la suivante, c'est dire qu'en fait, la vision de la Terre vue d'en haut comme une planète, vue d'en haut, de l'extérieur, vue de la Lune en fait, et la notion moderne de nature nous ont rendu imperceptibles
certaines formes de mouvement, de phénomènes de transformation de la Terre, la genèse, la naissance, la croissance, la vie, la mort, la corruption et les métamorphoses. Et pourtant, ce sont bel et bien ces phénomènes-là, les phénomènes de ce type, auxquels, aujourd'hui, nous devons faire face. Deuxième affirmation, qui prend la suite de ce que je viens de vous dire, et qui est c'est d'essayer de diagnostiquer la difficulté que nous avons de nous repérer, en fait, de savoir où nous habitons, de savoir quel est notre terrain de vie. Pourquoi, alors que depuis 40 ou 50 ans, notamment les scientifiques, quelques scientifiques, puis de plus en plus de scientifiques, ne cessent d'investiguer l'état actuel de la biosphère, nous préviennent depuis bien longtemps, et d'ailleurs ça a commencé dès le début de la révolution industrielle, il y a toujours eu des gens pour alerter des dangers que nous courions et de la destruction mortifère pour nous et pour d'autres espèces des équilibres des écosystèmes. Pourquoi, alors que nous le savons, que nous accumulons un savoir prodigieux, pourquoi, à part quelques-uns, n'avons-nous changé qu'à la marge ? D'où vient cette insensibilité ? C'est ça, le deuxième point. D'où vient cette insensibilité ou cette indifférence assez partagée au drame de la Terre ? Les réponses peuvent être très nombreuses. Je ne donne ici que celle du pape François dans l'encyclique Laudato Si, parce que ce sont déjà si vous voulez, des diagnostics, des discernements que je trouve très profonds. La première chose qui nous rend insensibles, en fait, au drame de la Terre et au drame des pauvres, c'est ce qu'il appelle le paradigme technocratique. C'est le paradigme qu'a évoqué Gauthier. C'est-à-dire, le paradigme technocratique, c'est pas simplement le fait que nous ayons des moyens techniques extrêmement puissants aujourd'hui, c'est que nous avons absorbé dans notre manière de voir les choses et de les ressentir la méthode et le but des sciences et des techniques. C'est-à-dire que nous n'arrivons plus à apercevoir et à nous situer par rapport à tous les êtres qui sont dans notre entourage, nous n'arrivons plus à les voir autrement que par le biais des sciences et des techniques. Je m'amuse souvent quand je donne des conférences à des étudiants ou à des lycéens qui ont encore un tout petit peu d'obéissance. Je leur propose, avant d'ouvrir la bouche, qu'ils me dessinent la Terre. Je donne 10 minutes, chacun une feuille blanche, et je leur demande « dessine-moi la Terre ». Et puis donc chacun dessine, et puis après j'affiche tous les dessins au tableau. Et une classe de 40 personnes, vous avez 38 dessins qui sont des cercles, des globes. Et parfois on trouve au contraire une terre en coupe avec une racine, une plante, mais c'est rarissime. C'est rarissime. C'est-à-dire que nous percevons, si vous voulez, la Terre à partir au fond de la science moderne telle qu'elle s'est établie en Occident à partir du XVIIe siècle. Ça, c'est la première chose. Nous n'arrivons plus à percevoir le monde de la vie, pour parler comme des philosophes comme Husserl. Et la deuxième chose, le deuxième catégorie en fait qui est abîmée en nous, c'est l'anthropocentrisme dévié, dit le pape. C'est que nous comprenons mal la centralité de l'homme dans la nature. En fait. Elle a été pervertie, si vous voulez. On pourrait dire anthropocentrisme démesuré, désordonné, etc., etc. Donc, c'est ça ma deuxième affirmation, c'est que si nous voulons que le soin de la Terre puisse recréer des liens politiques, il nous faut guérir de cette insensibilité. Parce que tant que cette insensibilité n'est pas guérie, et tant que ce paradigme en nous n'a pas été transformé, et tant que l'anthropocentrisme n'a pas été reconfiguré, redressé, eh bien, quelles que soient les choses que nous ferons, nous ne viendrons pas à bout des racines de la crise en fait, dans laquelle nous sommes. Dernière affirmation, il y a donc une nécessité, et c'est la chose sur laquelle je voulais terminer, pour vous montrer l'ampleur des choses, quoi. Il y a la nécessité d'une conversion
des catégories de notre rapport au monde. C'est cela qui est pour moi le grand enjeu et qui, si elle a lieu, cette conversion, permet effectivement de recréer des liens. Au début de son encyclique Laudato Si, le pape François nous explique pourquoi il a choisi saint François d'Assise comme étant la figure de cette conversion écologique. Et il nous dit que, c'est au numéro 11, le témoignage de saint François montre qu'une écologie intégrale requiert, je le cite, une ouverture à des catégories, vous voyez, ce qui forme vraiment notre pensée, une ouverture à des catégories qui transcendent le langage des mathématiques et de la biologie, qui transcendent le paradigme technocratique et nous orientent vers l'essence de l'humain. Ça, c'est vraiment, je pense, à méditer, c'est-à-dire que il dit ensuite qu'une des choses qui caractérisait saint François et qui avait été reconnue par ses compagnons, notamment aussi par des gens comme saint Bonaventure, qui fut docteur de l'Église, c'est que cet homme, notamment à la fin de son existence, concevait chaque être qu'il rencontrait, chaque créature, humaine ou non humaine, comme son frère ou sa sœur, parce qu'il avait une conscience vive que toutes ces créatures étaient sorties de la main d'un même Père. C'est donc, vous voyez, c'est la paternité divine du Créateur qu'il avait prise beaucoup plus au sérieux que la plupart d'entre nous. C'est pour vous montrer, vous voyez, je ne sais pas si nous allons arriver à aller jusqu'à ce que saint François... Est-ce que nous allons être capables de faire une expérience de ce type-là un jour, à la fois dans notre pensée, dans nos catégories de pensée, et puis dans notre sensibilité. Donc, je termine par là, j'espère que je ne suis pas trop en retard. Il y a nécessité de nouvelles catégories mentales et d'une nouvelle sensibilité qui nous permettent de prêter attention aux êtres qui nous entourent, qui nous environnent, que ces êtres soient humains ou non humains, ces êtres dont nous dépendons pour vivre et qui dépendent de nous pour vivre, déjà de prêter attention à leur existence et à leurs valeurs, puis ensuite, effectivement, de cultiver les attachements à tous ces êtres. Voilà ce qui me semble être un des plus grands enjeux aujourd'hui pour toute l'humanité. Et je crois que si nous ne pourrons pas, si vous voulez, progresser dans cette direction, si nous, en tout cas nous chrétiens, si nous ne réapprofondissons pas le mystère du Christ. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut nous apprendre cette manière de penser et de sentir, où tous les êtres sont pris dans leur valeur intrinsèque, c'est lui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de poursuivre nos discussions hors l'antenne de KTO, et nous saluons tous ceux qui nous suivent par ce médium, une simple question à laquelle j'aimerais entendre vos réponses, vos pistes de réponse. N'y a-t-il pas finalement une sorte de contradiction, surtout en reprenant les catégories de Bruno Latour, entre l'alerte qui est fréquemment donnée autour notamment du réchauffement climatique et plus largement de la sauvegarde de l'environnement et le niveau auquel cette alerte est donnée, c'est-à-dire celui d'une gouvernance mondiale qui précisément, dans son ADN, semble appartenir aux yeux de l'opinion publique au global. C'est-à-dire qu'on a souvent des protocoles, des processus, Kyoto, Paris, la COP 21, la COP tout court d'ailleurs, qui sont des lieux de discussion transnationaux qui justement renvoient à une certaine élite mondialisée qui fait passer un message d'alerte à des opinions pour qui finalement peut-être que l'alerte n'est pas très enracinée. Et comment est-ce que vous voyez finalement ce hiatus possible entre le niveau où l'alerte est donnée et la réalité de cette alerte ? Oui, mais il me semble que c'est toute la tragédie dans laquelle nous sommes, à savoir nous avons été mis, plus exactement, dans une situation que nous ne pouvons pas régler. Ou alors, pour être un petit peu moins pessimiste, qu'il est très difficile, qu'il est beaucoup plus difficile de régler. Précisément parce que le politique a toujours un ancrage local, alors plus ou moins grand,
Mais le politique, c'est quand même une communauté de gens qui se reconnaissent un destin commun. Et il est vrai que même à l'heure de l'aviation, etc., on se sent une familiarité avec le prochain bien davantage qu'avec le lointain. En tout cas, avec celui qu'on a l'occasion de voir tous les jours. Alors, certes, certains d'entre nous passent beaucoup de temps dans les aéroports, mais enfin, il me semble qu'on a quand même encore des ancrages locaux. Or, les problèmes sont devenus globaux. Et comment résoudre des problèmes à l'échelle de la planète quand il n'y a pas de capacité de décision politique, de mobilisation civique, etc. Bref, une forme de souveraineté, de capacité d'agir soutenue par la population à l'échelle globale. On voit déjà que c'est très compliqué à l'échelle d'un petit pays comme la France, petit par sa démographie à l'échelle de l'humanité et petit par sa superficie à l'échelle du globe, mais combien plus évidemment à l'échelle du monde. Donc c'est une situation assez terrible. Beaucoup d'efforts sont malgré tout faits. La difficulté, c'est que tant qu'on ne sort pas effectivement du paradigme technocratique, tant qu'on ne renonce pas à certaines choses qu'on a vues comme un horizon indépassable, tant qu'on ne renonce pas eh bien, à l'idée qu'il faut que c'est la production maximisée qui nous apportera le bonheur, tant qu'on n'a pas effectivement abandonné tous les fondements de la mondialisation libérale, donc l'idée de l'accumulation, l'idée de la financiarisation, l'idée de la libre circulation des marchandises et des capitaux, etc. Je pense qu'on aura bien du mal. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les COP qu'on veut, et il y en a déjà eu beaucoup, tant qu'à un moment on ne remet pas en cause, les racines, pour reprendre le mot de la soirée, les racines des mots, voilà, on agira en surface. Et c'est pour ça que nous avons une approche très critique du développement durable ou de ce qu'on appelle la croissance verte, qui sont une manière pour le capitalisme, en tout cas si on n'aime pas ce mot, pour le système économique globalisé, de n'agir, de donner l'impression d'agir alors qu'on n'agit qu'en surface et qu'on ne s'attaque pas aux mécanismes qui sont effectivement les mécanismes de confiscation et de prédation avec l'extractivisme, etc. Enfin, après, ça s'appelle la soif de l'or, c'est pas très nouveau. Donc c'est vrai qu'il y a des modalités techniques particulières de notre rapport au monde, mais qui recoupent évidemment l'orgueil qui était déjà dans la Genèse, et puis la soif de l'or. Donc c'est très compliqué. Moi, je pense que ce qu'on peut faire de mieux, alors si politiquement on peut essayer de promouvoir, de peser sur nos gouvernants pour qu'ils prennent les mesures collectives et globales les meilleures possibles, je pense qu'il faut surtout s'organiser, c'était un peu le sens de ce que j'ai maladroitement essayé de dire tout à l'heure, s'organiser localement pour mener non seulement une vie bonne, ici et maintenant, mais une vie aussi résiliente, qui nous permettra de faire face aux bouleversements que sans doute nous allons vivre, que mes enfants vivront, et aux effondrements écosystémiques, financiers auxquels nous aurons sans doute à faire face dans les décennies à venir. Voilà, donc là, il me semble qu'il y a aussi une urgence de l'organisation locale, collective, qui est certes en deçà, plus modeste qu'une COP 21 où se réunissent tous les dirigeants et les représentants des milliards des êtres humains. Mais moi, cette échelle ne me parle pas, et on constate aussi qu'elle est assez peu efficiente. Mon père. Moi, je dirais, je vais dans la même direction que Gauthier, c'est-à-dire que moi, je pense que en fait, on a sûrement fait une erreur de mettre au premier plan la question de la mutation climatique comme étant le point le plus fondamental de la dévastation de la Terre, parce que la plupart des paramètres de cette mutation climatique nous sont encore, en tout cas ici en France et dans pas mal d'endroits, finalement très très peu accessibles. Il faut des systèmes techniques extrêmement complexes pour mesurer les taux de carbone, d'azote, etc. Vous voyez tout ce qui va faire les paramètres de cette mutation climatique. Alors c'est peut-être un peu différent dans d'autres parties du monde. Hein. Quand vous êtes pris des cyclones gigantesques, c'est tout notre affaire. Mais pour nous en France, je crois vraiment que c'est pas la bonne porte d'entrée, parce que c'est comme la protection de la nature. Je pense que c'est vraiment une fausse piste, parce que la nature, la plupart d'entre nous, c'est quelque chose de très vague en fait. Vous voyez. Surtout quand on habite en ville, ça ne veut pas dire grand-chose à mon avis.
Donc c'est pour ça que je trouve que l'explication et le témoignage qu'a donné Gauthier, ou le travail que fait Bruno Latour ou d'autres, d'essayer de poser des questions les plus fondamentales sur le terrain de vie que nous habitons. Oui, si un jour j'apprends que l'eau que je bois est empoisonnée, si j'apprends que, je sais pas, que les médicaments que je donne à mes enfants sont vraiment extrêmement dangereux, etc., oui, je vais peut-être commencer à me bouger. Ouais. Voilà. C'était ça, moi, ce que j'ai essayé de raconter, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver une motivation positive d'agir ? Parce qu'en fait, la vie que propose Gauthier, les expériences, c'est une vie meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. C'est une vie beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeuse, en fait. Merci beaucoup. C'est sur cette touche optimiste que la partie diffusée de notre soirée s'achève. Si vous voulez nous rejoindre pour les questions, eh bien, chers téléspectateurs, venez dans l'expérience concrète et incarnée des Bernardins. Merci de nous avoir suivis.